Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui trouves plus compliqué d'écrire une multiplication en Python plutôt que de retenir la table de 7. Franchement. Bon, quand même. Dans un précédent épisode, on parlait de l'éducation au numérique, mais aussi l'éducation avec le support numérique. C'est-à-dire quand un appareil intervient dans une matière non pas comme sujet, mais comme outil d'apprentissage, en histoire, en maths ou en langue par exemple. Et justement d'ailleurs pour les langues, qui se souvient des salles de bio, des salles de labo de langue avec leurs pupitres magnéto et casque, un dispositif qui permettait à chaque élève de pratiquer pendant une séance une langue à son rythme, pouvant réécouter la même phrase autant qu'il le souhaite. Écoutez et répétez. C'était chouette mais très coûteux, compliqué à installer et d'un maniement peu pratique. À la moindre erreur de manipulation sur le pupitre du maître, c'était une séance entière qui devenait du temps perdu et la moindre panne pouvait devenir très compliquée à réparer, faute de connaissances ou de budget. Enfant du futur immédiat, t'imagines bien que de telles expériences aident à concevoir un cahier des charges. Le matériel doit donc être robuste, léger, autonome, petit mais pas trop, très facilement réparable parce que ton maître d'école a autre chose à faire qu'à mettre la jour antivirale de la base. Oui, c'est ça. Avoir du contenu éducatif. Oui, merci Captain Évidence. Et surtout, pas cher. Écoutez Pas cher. et répétez. Vraiment pas cher. Que cela soit pour les pays en voie de développement ou pour les pays suffisamment développés pour que ces gouvernants aient une obsession autodestructrice de la réduction des coûts. Si on peut éviter de demander aux parents d'acheter l'appareil, c'est bien mieux pour les enfants dont les familles sont dans la panade. Et quand les enfants ont fini leur année ou leur cycle, il faut pouvoir récupérer les appareils et les recycler pour qu'ils servent aux classes suivantes, parce qu'entre nous, s'ils n'en veulent plus et si on pouvait en faire quelques économies à côté, ce serait bien. Et du coup, on a eu aussi des calculatrices programmables. Le MO5, dont on parlera dans une prochaine émission. L'OLPC à 100$. Ah non, ça, on ne l'a pas eu. Et le tableau numérique. Reste plus que le livre numérique de Sophie qui nous faisait tant rêver dans les années 80 en regardant l'inspecteur Gadget. Ah non, mais en fait, ça existe déjà, ça s'appelle un iPad. Excusez-moi. Pour produire des contenus, les éditeurs de manuels scolaires éditent depuis belle lurette du logiciel éducatif. Natian, Hatier, Bordas, Hachette. De nos jours, ces éditeurs sont regroupés en très grands groupes avec les dérives issues de cette position privilégiée. Et comme le marché du livre scolaire en papier est en train de se réduire, malgré la réforme de l'orthographe qui est censée aider à racheter les manuels, inutile de te dire qu'il y a du monde dans la cour de récré de la transition numérique. Et je te parie, au digital levé, que les nouveaux acteurs nationaux vont tous très vite se faire absorber par les mêmes premiers de la classe. C'est triste, car le numérique par rapport au papier peut faire remonter l'expérience. Alors comment les enseignants peuvent contribuer au support numérique? Et après tout, comment les élèves peuvent contribuer, enrichir? Après tout, cela marche très bien pour la Wikipédia ou la Wikidia, par exemple, l'encyclopédie éditée par les 8-13 ans. Enfant du futur immédiat, même si je suis sorti de l'école depuis... Ouh là là. J'ai une question qui te concerne. Et il va falloir que tu trouves la réponse par toi-même. Est-ce que la calculatrice est autorisée à la prochaine interro?